J'aime rentrer dans le projet par le design des personnages. D'accord. Pour moi, c'est comme le casting, en fait. C'est comme choisir les personnages qu'il faut pour le film. Donc, ce passage du script à l'image, au dessin, c'est vraiment charnière et c'est hyper important. Et pour moi, beaucoup se joue ici, en fait. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que le storyboard était essentiel. Et là où, à l'époque, j'avais pas vraiment de grandes connaissances. Donc je me suis formé. En fait, à chaque fois qu'il me manque un truc, et c'est vraiment le une truc corde à faire, ton arc, quoi. il faut se former absolument. Ouais. En fait, un dessin animé, c'est un souvenir à vie. Et quand tu parles à un adulte, peu importe son vécu, peu importe ce qu'il a fait dans la vie et tout, même s'il est pas bien, déprimé et tout, tu le rappelles d'un dessin animé quand il était petit, et ben il y a un truc qui s'allume. Ah ouais, Goldorak, et puis je chante la chanson et tout, Ouais. et puis il y a un truc de l'enfance qui remonte et tout. Et je me dis, si aujourd'hui à des enfants, je leur crée un souvenir d'adulte Plus tard. positif, Ouais. et je suis hyper content. Pas vouloir faire le projet du siècle, et dans ma vie, il y aura un projet incroyable, mais d'en faire. Et c'est à force d'en faire qu'on va, à un moment donné, faire une œuvre qui ressemble à une œuvre waouh. Salut à tous et bienvenue sur The Anima Show. Mon invité d'aujourd'hui, Ahmed Guerrouach, est un grand créatif. De formation chara designer, il est ensuite devenu aussi storyboarder et réalisateur de dessins animés. Il est notamment derrière Taffy, que vous connaissez certainement, Marcus Level et d'autres encore. Au cours de cette conversation, vous allez comprendre le processus créatif derrière des grands dessins animés et comment lui-même fait pour accoucher d'univers complets, de personnages et d'un bac à sable dans lesquels scénaristes et réalisateurs vont pouvoir s'amuser pour créer des épisodes d'un dessin animé. Son parcours est tout à fait remarquable et j'espère qu'il en inspirera plus d'un. Il est empreint de belles leçons de vie et vous verrez aussi que sur l'intelligence artificielle, il a un avis assez tranché. J'espère que cette conversation vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci infiniment, je vous souhaite une très bonne écoute. Ahmed, bienvenue sur The Anima Show. Merci Sabri, merci de m'inviter à ton podcast. En tant que créatif, à quel moment de la création tu te sens le plus à ta place ? Moi, j'adore le développement, en fait, le départ. J'adore inventer des univers, en fait. Au tout début, quand je commence à avoir une idée de quelque chose que j'ai envie de faire, Ouais. le fait de commencer à y réfléchir, même pas à travailler dessus, en fait, de commencer à y réfléchir et l'avoir en fond dans ma tête, à procrastiner. Ouais. Et Procrastiner pas tellement, ton cerveau il ouais, mais en fait, je me laisses maturer quoi. Je laisse maturer, je travaille pas tout de suite, en fait. Et effectivement, quand je sens qu'il y a soit une opportunité qui se présente auprès d'un producteur ou quelque chose comme ça, là, très vite, je vais pondre mon projet, mais vraiment très très vite, genre en un week-end. Ah ouais, d'accord. Ah oui, je vais écrire tout le projet, je vais dessiner les personnages principaux, etc. Ah bon ? Quand on parle de mon projet personnel. Ouais. Très très vite, pour présenter très vite et avoir ce... Je pense que quand je fais ça, j'ai l'essence vraiment de ce que je veux faire. D'accord. Je présente, ça accroche ou pas. Parce qu'aujourd'hui, ça a toujours accroché. Ouais. Ça a fini en série ou pas, mais en tout cas, voilà comment moi je travaille. Et c'est étonnant parce qu'en gros, c'est comme si tu avais des muses, des fées, des bonnes fées autour de toi qui t'apportent quelque chose. Mais exactement. Toi, tu cristallises tout ça et puis d'un coup, tu l'accouches. Exactement. Donc, t'es plus un accoucheur d'idées ou t'es quelqu'un qui va aider à starter des idées d'autres personnes ? Alors, il y a les deux choses. Les deux. D'abord, moi, je fais mes projets perso. Ouais. Et de plus en plus, on m'appelle pour des... On te sollicite quand il y a un embryon de projet. Exactement. Est-ce que tu as une méthodologie finalement pour accoucher de ces idées quand c'était imposé à toi ? C'est-à-dire qu'on t'amène des personnages, un pseudo-univers, on te dit on sait pas trop, mais on les aime bien, en fait, on veut leur donner vie. Quand on parle de ça, moi j'ai tout de suite une image dans la tête. En fait, je commence à avoir une première piste dans la tête. D'accord. Et c'est là où je dois procrastiner parce que c'est là que je dois réfléchir au projet. Ensuite, je vais quand même... je suis pas un génie ou je sais pas quoi, ça vient pas dans ma tête. Ouais. Je vais chercher le plus d'informations possible sur le sujet. Tu travailles, en fait. Ouais, tu fais de je la vais travailler. recherche, En fait, je veux savoir si je fais une série sur le travail, le stress au travail. Je veux savoir qu'est-ce que c'est le stress au travail, comment. Qu'est-ce que ça revêt, les Exactement. tenants et aboutissants. Exactement. C'est quoi la... Et de là, je vais plus mon idée, mon intuition de départ. Je vais essayer de forger quelque chose qui est cohérent et qui, comme je fais de la série, qui va pouvoir être exploité sur 52 sur le épisodes. long terme. Ouais. Exactement. Ok. Et donc là, sur le dernier que j'avais fait, c'était en gros, c'était une coopération entre deux animaux qui existent dans la nature et savoir dans quel cadre je peux les mettre pour que ce soit intéressant en fait. La collaboration entre cet animal et celui-ci fait que ça, j'en parle pas parce que c'est encore en cours. Ouais. Fait que il y a un intérêt de le mettre dans telle situation. Voilà, je cherche toujours en fait à savoir comment
comment pouvoir exploiter, pas par moi, parce que moi, en gros, je fais un bac à sable avec plein de jouets dedans, et les scénaristes vont devoir s'amuser avec, en fait. Donc, le travail, pour moi, c'est de créer l'espace de jeu. Exactement. Exactement. Non, mais j'adore ce... Je suis très fan, moi, des créatifs qui sont capables de créer des univers comme ça. Ça m'a toujours passionné. Tu as touché à tous les postes dans l'animation, quasiment tous. En tout cas, pas mal, en fait. Storyboarding, character design, des bibles graphiques, des bibles scénaristiques et la réalisation. Aujourd'hui, tu te définis comment, en fait? Aujourd'hui, je suis un réalisateur. D'accord. J'ai longtemps été un chara designer qui a fait de la réal. Et moi-même, j'endossais pas vraiment le costume et tout. Parce que le chara design, c'était vraiment mon dada, quoi. Ouais, c'est mon dada, vraiment le truc que j'aimais le plus. Et d'ailleurs, même aujourd'hui encore, hein, j'aime rentrer dans le projet par le design des personnages. D'accord. Pour moi, c'est comme le casting, en fait. C'est comme choisir les personnages qu'il faut pour le film. Donc, je dis ça, et en même temps, j'ai appris là récemment avec Potobot ou avec Jamie, là, que je commence à réaliser. Jamie à les tentacules. Exactement. Qui est très cool, hein. J'adore, moi. Qui est super. Mais c'est pas moi qui ai fait les designs. Alors, j'ai toujours un impact. Il y a toujours un moment où je vais faire des designs épisodiques, etc. Mais c'est pas moi qui les ai créés. Et du coup, j'ai appris à quand même rentrer dans l'histoire et à me rendre compte que j'ai un petit savoir-faire quand même pour pouvoir raconter quelque chose qui n'est pas de moi à l'origine. Et ça, c'est assez difficile parce qu'il y a un travail de créatif. Comme tu disais, réussir à accoucher d'un univers, de personnages, etc. Et puis, il y a un travail de réalisation qui m'a l'air quand même plus technique, en quelque sorte. Mais pas sur les mêmes registres. Hein. Comment tu t'es fait à ce travail de réalisation? Ça a été petit à petit et est-ce que tu observes des grandes différences entre ces deux métiers? J'avais pas d'envie de réaliser particulièrement. Hein. Moi, faire des chara design, ça m'allait très bien. Je trouve ça super. C'est juste qu'au fur et à mesure des prods que j'ai faites, je me disais, j'aurais pas fait comme ça. Ils n'ont pas exploité correctement. Ça, j'aurais pas fait. Et en fait, il y a cette volonté venue de me dire, j'aimerais bien quand même pas être aux manettes complètes, mais avoir un impact plus grand, en fait. Et bon, on me l'a pas proposé, donc je me suis servi, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai écrit Marcus Level à l'époque. Ouais, Marcus Level, donc c'est une série de dessin animé. Ouais, d'animation. Que tu as, où tu es co-auteur, ou auteur d'ailleurs. Je suis auteur à l'origine. C'est moi qui ai écrit, c'est mon idée originale. Après, je travaille avec un co-auteur pour la bible graphique et littéraire. D'accord. Et ça a été combien de saisons? Je me souviens plus. Une saison sur TF1 à l'époque. Avec un petit personnage qui évolue dans le jeu vidéo, en fait. C'est vraiment l'univers du jeu vidéo. C'est là où je me suis dit, ok, je vais pouvoir avoir plus d'impact dans l'histoire globalement. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que le storyboard était essentiel. Et là où, à l'époque, j'avais pas vraiment de grandes connaissances. Donc je me suis formé. En fait, à chaque fois qu'il me manque un truc, et c'est vraiment le truc corde à ton arc, quoi. Il faut se former absolument. En fait, et tu t'es formé auprès d'un super Charm Cohen, qui était le chef board de Bob l'éponge. C'est ça, ouais. Et t'as été là-bas au stade? Non, j'ai pas été. À l'époque, il faisait en ligne les premiers cours en ligne et tout. Ouais. Il l'a fait qu'une fois d'ailleurs. Il a fait un cours en ligne où il corrigeait l'exercice, etc. Et c'était hyper cool parce que vraiment, moi, en fait, j'apprenais le secret. Tu sais, je me disais toujours. Comment on peut choisir de changer de plan? Comment on peut choisir de faire tel plan ou tel plan? Pourquoi on voit 3 personnages là et plus que 2? La valeur de plan? Ce qui a l'air un peu flou au départ. Ça devient toutes les clés. Hyper net, hyper. Après, auprès d'autres storyboarders, des chefs board à qui j'ai travaillé, j'ai beaucoup appris. Parce que voilà, j'ai vu beaucoup de boarders faire des choses différentes et tout, etc. Mais ce passage du script à l'image, au dessin, c'est vraiment charnière et c'est hyper important. Et pour moi, beaucoup se joue ici, en fait. Ouais, sur une bonne série ou pas, en fait, ça va se jouer sur comment tu mets en image, comment tu racontes les histoires et tout ça. Et après, tout le reste tout le design, la musique, les comédiens doit porter ça, en fait, doit rajouter à ça. Et du coup, ce poste de storyboarder, aujourd'hui, tu continues à le pratiquer? Alors, je le fais, moi, en prod, je l'ai fait qu'une fois, parce que c'est pas le cœur de ce que je veux faire et ce que je sais faire. Mais c'est vrai que je le fais, je peux le faire sur un pilote ou un premier épisode d'une série sur lequel je participe. Sur Taffy, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait un truc aussi sur... Taffy même au pilote original? Ouais. Ah ouais, c'est génial. Sur Titi et Grominet aussi, un projet qui n'est jamais sorti, mais j'avais fait le premier pilote. J'avais fait Gigantosaurus à l'époque. Oh cool, ok. Et les séries que je fais en ce moment aussi en développement, dont je ne peux pas tout parler, mais voilà, souvent je fais le premier. Et alors, t'es plutôt dessin papier ou digital? Parce que on voit sur ton Insta que tu fais aussi des croquis papier, ça arrive? Alors, papier de moins en moins, en vrai. Franchement, de ne pas avoir des tonnes de papier dans tous les sens. Alors, j'aime toujours et tout, de temps en temps, faire un truc à l'encre de Chine, etc. Bon, ça demande plus de temps pour se poser, etc.
Mais non, je fais beaucoup en vrai. D'ailleurs, t'es issu des Gobelins, non, c'est ça? Ouais, j'ai fait l'école des Gobelins, alors un peu avec un pas de côté. C'était une année où j'avais fait une formation 3D en 1 an, en fait, qui a été intégrée après à l'école, au cursus général. Okay. Et d'ailleurs, j'étais dans la même promo que Pascal Charrue. Qui est le boss de Portichon. Ah, c'est marrant. Donc, lui, il a explosé les compteurs. Mais c'est hyper cool, en fait. Donc, t'as commencé par la 3D, en fait. J'ai fait la 3D, j'ai travaillé. T'es rentré chez un studio qui s'appelait... La Cantoche. Alors, c'était pas vraiment un studio d'animation, c'était un studio qui faisait des avatars sur Internet, pour des interfaces pour utilisateurs et banques ou assurances, etc. Donc, notamment un personnage hyper connu. Oui, ils avaient fait le trombone de Microsoft. C'est un truc rétro, ça, oui, maintenant. C'est génial. Trop bien, ils font ça et tout. Moi aussi, je veux faire un truc comme ça. Et à l'époque, c'était la 3D. Donc, ce qui était cool, c'est qu'on faisait du design, du chara design, modeling, rigging, skinning, animation. Enfin, on faisait tout de A à Z. Donc voilà, c'était intéressant à faire. En revanche, l'animation raconte des histoires. J'avais envie de raconter des histoires via l'animation. Et donc. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, l'animation, c'est ce que je veux faire? C'était il y a longtemps, ça? Il y a très longtemps. Ouais. L'animation, c'est enfant, moi. Ouais. C'est vraiment un truc d'enfant. Et moi, c'est un truc, je ferais ça dans ma vie. Toute ta vie, tu ferais ça? Ah oui. C'est sûr que je travaille dans l'animation. J'étais biberonné à... c'est con, mais comme les types de BD que j'avais, c'était des Mickey Parade, Picsou Magazine, tous ces trucs-là. Et je dessinais tout le temps ces personnages-là. Et avec mes frères, j'ai 3 grands frères et 2 grandes sœurs, on faisait des concours de dessin. Ah ouais, carrément, à la maison, quoi. Moi, étant le plus petit, tu prenais ça au sérieux, quoi. Non, mais c'était hyper sérieux. Et en plus, j'étais meilleur qu'eux. Ouais. Donc c'était trop important pour moi de briller à ce moment-là, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est un truc qui m'a toujours habité. En revanche, je copie plutôt du cartoon parce que j'avais pas beaucoup de références réalistes. Ouais. Alors, je me rappelle il y avait des Strange, je sais pas si tu te rappelles des Strange ou des. Oui, bien sûr. Tous les comics américains. Exactement. Ça, ouais. Il y avait un Frazetta là avec sur une montagne de squelettes et tout, et j'essayais de dessiner. Et j'arrivais pas parce que pour moi, tout a une ligne noire autour. Dans ma tête, tout avait une ligne noire autour. Ouais. Donc je comprenais pas la peinture en fait, et donc j'arrivais pas à savoir quel trait faire. Et ça te frustrait, quoi. Ça me frustrait, je fais non, c'est pas pour moi. Donc je suis resté dans le style Disney, etc. Ça t'a servi parce que. Ouais, sauf qu'aujourd'hui j'essaye d'apprendre. Aujourd'hui seulement, j'apprends un peu plus le réalisme en fait. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est étonnant. Parce qu'on se forme tout le temps, faut pas s'arrêter, quoi. En tout cas, sur la 2D, t'as masterisé le truc de la réal jusqu'au chara design et tout. Une expérience comme Taffy où t'as réalisé pas mal de séries, de saisons, pardon. Ouais. Il y en a eu 2. Il y en a eu 2, mais en tout cas, c'est beaucoup d'épisodes. Ouais, quoi. 78 par saison. Ouais, incroyable. C'est énorme. Qu'est-ce qui a été le plus marquant de cette expérience-là? Parce que tu as mis de la sueur, tu as mis du temps. Mais moi, dans toutes les séries, que je sois chara designer ou pas, ou réalisateur, etc., ce qui m'intéresse, c'est le travail d'équipe. C'est le truc que je trouve le plus gratifiant. Ouais, je sais pas, il y a un truc de. C'est comme les musiciens, ils font chacun de la musique et tout, et puis ça va ensemble, puis ça fait quelque chose qui fonctionne. Symphonie magnifique, quoi. Ah, mais j'adore ça. Et je trouve d'ailleurs que les musiciens, c'est presque plus expressif que nous on dessin animé, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est le travail d'équipe que je trouve hyper intéressant. Et d'ailleurs, 90% du taf, c'est d'avoir monté une bonne équipe, je pense. Ouais, recruter les bonnes personnes. Les bonnes personnes, et de donner cet élan, en fait, qui fait que. Moi, je me rappelle que quand j'étais chara designer, je me calquais beaucoup à l'humeur du réalisateur. Et je me suis toujours dit que c'est important, quoi, que ça aille bien ou pas, d'essayer de faire en sorte qu'on ait envie de travailler ensemble. De collaborer, ouais. Exactement. Ouais, parce que l'output, le résultat sera d'autant plus intéressant. Ouais. Et sur la réalisation de Taffy, est-ce qu'il y a eu des challenges particuliers qui t'ont marqué Oui, parce que c'était une série qui s'écrivait à la fois aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et il fallait réussir à faire qu'il n'y ait pas trop de diversité entre les différents types de textes. Il fallait aussi que tout le monde soit d'accord avec ce type de narration qu'on avait mis en place. Il y avait les attentes des chaînes qui étaient d'un côté les Warner, de côté c'était France Télévisions à l'époque. Ils sont assez pointilleux sur plein de choses, quoi. Et puis le studio dans lequel j'étais, c'est Cyber Group qui avait pas fait de cartoon à l'époque, donc il y avait aussi ce truc-là de où est-ce qu'on va, est-ce qu'on se trompe pas. Et au final, moi, je suis hyper fier de cette série. Je trouve qu'elle est réussie. Elle est très réussie. Elle est réussie de A à Z, puisque de l'écriture au compositing, qui est une étape hyper importante, que je trouve le compo a fait un travail de malade pour l'image finale. Ouais. Je trouve que je suis assez fier de cette série. C'est hyper divertissant et tout. On se régale avec Taffy. On parle des projets qui sont sortis.
mais il y a aussi pas mal de projets. Comme tu disais, je suis assez prolifique créativement. J'ai amené pas mal de bibles graphiques et scénaristiques sur le marché, mais parfois ça prend pas. Ouais. Comment on gère cette frustration en fait de pas voir sortir des projets? Est-ce qu'un projet qui est mort aussi, il ne va pas renaître à un moment? Au début, j'étais en mode ils comprennent pas, ils ont pas compris, c'est de leur faute, mais un jour ils verront que c'est un bon projet, etc. Après, on se rend compte que ça plaît pas à cette personne-là, peut-être ça plaira à une autre, ou c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, ou aussi soi-même, en fait, le projet était pas si bien amené que ça, en fait. Ouais. Et à un moment donné, en fait, on se dit, en fait, est-ce que je réponds à une demande aussi? Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours répondre à une demande du marché. Parfois, le marché veut quelque chose, mais en fait, ça ne savent pas c'est pas ce qu'ils veulent. Tout le monde va vouloir le moment où on rencontre le truc. Exactement. Moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait. Je mets pas la faute sur les autres. Je me dis que peut-être mon projet n'est pas encore bon. Ou tu te remets en question, quoi. Et tu reviens au travail. Ouais, ou je trouverai un autre truc. Peut-être que ce que j'ai mis de côté, ça va ressurgir. On verra. Ça va peut-être revenir. Voilà. Là, en l'occurrence, on a parlé tout à l'heure d'un projet qui a reçu une green light, mais bon, vu le marché aujourd'hui, on cherche encore un peu des financements, c'est ce que je comprends. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, tout à fait. Ouais. Et tu es quoi là-dessus? Je suis l'auteur, en fait. J'ai écrit le concept et j'ai fait les personnages. Ça s'appelle Georges Moby et compagnie. Georges Moby et compagnie. Voilà. Okay. C'est l'histoire d'un lion. Un lion qui travaille dans une entreprise qui fabrique des aspirateurs. Et c'est vraiment le seul animal. Ouais. Tout le monde accepte, comme la panthère rose. C'est un lion hyper gentil. Vraiment trop gentil et qui sait pas dire non en fait, et à personne. Et dans le milieu du travail, c'est parfois compliqué de pas mettre des limites. Un yes man quoi. C'est un yes man. Ouais. Yes man, mais ça le met vraiment dans l'embarras. Ouais. Mais dans sa bouche vit une souris qui elle va pouvoir parler à sa place, qui elle est plutôt grande gueule et qui sait pas faire. Et quand lui n'ose pas dire quelque chose, elle va parler à sa place. Et donc elle va le forcer à être le lion qui n'ose pas être dans la vie quoi. Et ça c'est le sujet que je voulais aborder, c'était le milieu du travail et de dire que la gentillesse, c'est une vertu qui est plutôt globalement bonne, positive. Même si de temps en temps, on a besoin d'une petite souris qui nous pousse à refuser ou alors à dire ce qu'on pense. Je trouve que la gentillesse, c'est plutôt une bonne vertu moi aussi, je suis assez qui est plutôt dénigrée, je trouve, globalement. C'est-à-dire que dans le milieu du travail, c'est franchement pas toujours valorisé. À des moments, ça te joue des... Pop, petit arrêt sur image juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Music qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Toon Boom qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. Ouais, c'est des déconvenus que tu n'avais pas calculés parce qu'il y en a d'autres qui sont plus dans le calcul et plus dans le j'aurai ta place, des choses comme ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant de travailler sur ce sujet-là, quoi. Après, la petite souris, elle est quand même là. Donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est son subconscient ou est-ce que c'est une sorte de subconscient en même temps. Voilà, ça faisait aussi c'est du cartoon donc c'est un coming of age aussi quoi. C'est-à-dire un passage à en fait il faut quand même que je me défende plus ou que je sois un peu plus agressif. Et puis j'avais ce truc là de vouloir faire du cartoon sans qu'il y ait d'antagonisme physique, sans qu'il y ait une proie et un prédateur. Ça passe de moins en moins. C'est plutôt un duo qui collabore. Contrasté, mais qui va faire une personnalité complète. En fait. Et donc, tu as développé les caras, etc. Tout est développé. Il y a un petit teaser, il y a 2 animatiques qui ont été faites et tout. Trop cool. Ça ressortira quand ça ressortira. Je suis assez confiant sur ça. Hein, mais, on te souhaite le meilleur pour ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as aujourd'hui une vision sur comment l'animation est en train d'évoluer? Alors toi, tu as été beaucoup dans le 2D, slapstick et tout. Il y a plein de nouvelles œuvres qui sont arrivées, notamment pour les adultes, d'autres pour un public ado, adulte. Il y a aussi des technologies qui arrivent. Comment c'est quoi ton ressenti, toi, en tant que créatif, aujourd'hui là? Alors, clairement, ça s'est complètement diversifié. C'est plus du tout comme moi quand j'ai commencé l'animation pour enfants. C'est vraiment très large. Je viens de regarder la série... Common Side Effect, qui est génial. Common Side Effect. Alors, je connais pas. C'est génial. Le pitch. Sur Netflix ou... c'est sur Adult Swim. Ok. Le pitch, c'est un gars qui trouve un champignon qui permet de guérir toutes les maladies. Et il est poursuivi par les groupes pharmaceutiques pour l'empêcher de le développer, de le donner à tout le monde. Quoi. Hyper cool. Ouais, hyper bien.
Ça ou Samuel sur Arte qui est tout à fait génial et tout, qui est très personnel d'ailleurs. J'adore ce type de série, même si c'est pas ce que je fais moi. Alors j'essaie toujours de mettre du perso dans ce que je fais, mais j'ose pas aller jusqu'à l'inspi pur. J'aimerais, hein, mais j'ose pas pour l'instant jusqu'aujourd'hui. Après, quand tu me parles de l'évolution de l'animation, tu veux parler un peu de l'AI générative on peut parler de ça évidemment. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne veut pas mettre sous la table, c'est c'est présent. Moi je suis alors franchement ça me désole quoi. Parce que d'ailleurs tu as fait un post quand je fais souvent des posts. OpenAI a fait l'utilisation du style Ghibli et qu'ils ont mis ça à disposition de tout le monde. Oui. Et que tout le monde s'est mis à faire des photos en mode Ghibli, etc. Enfin, moi, j'ai été subjugué en me demandant, ok, c'est quoi, c'est un accord Ghibli Studio OpenAI ou pas? Et visiblement, ça n'est pas le cas. Et là, tu as fait un post avec un super portrait de Miyazaki qui a fait du bruit. Et très joli d'ailleurs. Merci. Mais ça prouvait ce que tu avais dans le. Oui, en fait, je dis pas que l'AI générative, je pense que elle existe, elle va être utilisée. De toute façon, c'est une technologie nouvelle, quoi. Elle va être utilisée. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'utiliser. Ça m'embête et tout parce que j'ai un rapport au dessin qui est un rapport qui charnel, toute ma vie est charnel. J'ai toujours dessiné et j'ai envie de dessiner. J'ai pas envie de décrire des choses pour avoir un résultat. Ça m'intéresse pas. Et il y a un truc qu'on oublie, c'est que il y a quelque chose qui se passe entre l'œuvre, le mec qui l'a créé et le mec qui regarde. C'est que quand on regarde une œuvre, on se dit il y a quelqu'un qui l'a fait, comment il a fait ça. Il y a quelque chose de quand même qui joue entre les trois en fait. Je pense qu'il est un peu perdu avec l'AI en fait, vu que je sais pas qu'il n'y a pas de réflexion, il y a seulement de réflexion de la. Oui, mais c'est inspiré d'autres réalisations. C'est ça que tu veux dire. Ça m'embête. Après tout ce qui est juridique, je sais pas où ça va aller et tout. Effectivement, forcément, ça pose plein de problèmes. Mais est-ce qu'on peut pas penser que au même titre qu'il y a eu des génies de la réalisation comme Spielberg et bien d'autres. Est-ce qu'il n'y aura pas demain des génies de l'utilisation de l'IA pour créer des œuvres où on se dira putain comment il a fait ça aussi, tu vois, il n'y a pas que le côté je prompte et j'obtiens quelque chose, il y a aussi comment j'achemine tout l'ensemble et ça peut-être que tu auras des génies qui sortiront de ça, tu vois. Peut-être. Après moi je suis attaché à la entre guillemets la virtuosité aussi. Moi d'une personne, un artisan, quelqu'un qui sait faire quelque chose. Qui a ce savoir-faire et qui l'a construit petit à petit aussi, qui l'a construit avec le temps, avec ses erreurs, ses échecs. Alors, tu me diras qu'il y en a aussi dans l'AI aussi, le mec qui a dû prendre. Mais accélérer fois 1000, 10 000. Ouais, c'est clair. Le temps, je veux dire, c'est une valeur qui est pas nulle. Je trouve que dans le cas de Miyazaki, c'est du temps. C'est énorme. On a ce petit gif qu'on voit tous avec la petite scène où il y a des personnages qui dans un marché foule, qui a duré un an pour la créer. Et ben ça a valorisé ça. Je veux dire, c'est pas rien. Et quand on sait que c'est un an de travail, on la regarde pas de la même façon que le gars qui l'a prompté même en un mois, peut-être même s'il mettait un mois à le faire. Je pense qu'il mettra même pas un mois, une semaine. Pour moi, ça peut pas avoir la même valeur. Visuellement, peut-être ça peut avoir le même effet visuel. Il y a des trucs hyper bien réussis. Je veux pas dire que c'est mal fait. En l'occurrence, copier un style qui existe déjà, c'est pas tellement. C'est pas tellement virtueux. Moi, j'y trouve peu d'intérêt. Je comprends l'intérêt qu'il peut y avoir pour un marché. Je vois tout à fait. Que gagner du temps dans une production, je veux dire. Ça a du sens, industriellement parlant, quoi. Voilà. Moi, vraiment, je tiens à distance. On verra combien de temps ça durera. Et tes amis dans la communauté créative, ils voient ça comment? Un peu dans le même style que toi ou il y en a d'autres qui... Plutôt dans le même style que moi. Il y a certains qui s'intéressent, qui cherchent aussi à le faire. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu mal vu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le cachent aussi, qui n'en parlent pas, qui le font sans le dire. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Moi, je me rappelle... Alors, je peux pas comparer, mais je me rappelle très bien de la Cintiq à l'époque, de dessiner sur un écran. Oui, d'accord. Et les gens qui disaient, mais jamais je dessinerai sur un bout de papier, sur un écran. Pour moi, c'est le papier, on anime sur un papier, machin, etc. Forcément, on est passé à ça. Il n'y a pas de comparaison avec la différence entre mais c'est un bon parallèle, parce qu'en fait, il y avait un rejet, comme à l'époque, les professeurs de maths qui voient débarquer les calculatrices dans les cartables des élèves et qui disent on fait grève, quoi. Bah non, en fait, c'est un outil qui t'aide à aller plus loin. Donc, est-ce qu'il y a un parallèle à dresser pareil là-dessus? Je sais pas. Ouais, je sais pas. On verra, de toute façon, au fur et à mesure. On verra. En tout cas, c'est là, ce sera utilisé. Oui. Je crois. Après, on verra comment les gens arriveront à se différencier. Ceux qui diront, moi, je ne fais pas et je suis un artisan.
D'autres, moi je produis du contenu. Voilà, chacun se placera par rapport à ça. Je peux pas juger. Ouais, je comprends. Par rapport à ton expérience à toi sur tout ce qui est animation 2D, est-ce que tu as des velléités à aller vers le long métrage ou c'est vraiment la série qui te botte le plus? Alors c'est vrai que j'ai fait essentiellement de la série parce que je suis rentré par la série en fait. Vraiment, c'est un truc qui est arrivé. Et moi, quand j'ai commencé l'animation, il y a que Disney qui faisait des films d'animation long métrage. Ouais. Disney et Miyazaki, pardon, mais c'était beaucoup Disney. Et à l'époque, c'était DreamWorks qui avait sorti quand même Le Prince d'Égypte. Vraiment, c'était au tout début, et c'était quelque chose de hyper rare. Donc les films d'animation français, Le Roi et l'Oiseau, etc., mais c'était assez rare. Oui. Donc moi, j'ai commencé comme ça. En revanche, plus le temps passe, et plus c'est quelque chose qui me travaille. Alors, sont vraiment entre l'animation de série et le long métrage, c'est vraiment deux voies différentes. En fait, en tout cas, c'est pas les mêmes producteurs, c'est pas les mêmes personnes. Donc je connais pas trop le milieu. Mais comme je te dis, je procrastine en pensant toujours à des projets. J'en ai toujours 2-3 projets. Et ça me titille, quoi. J'aimerais y mettre un pied, quoi. Ouais, c'est cool. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas cloisonner les mondes. Hein. Il y a tout à fait... il y a des super réals qui sont passés de l'un à l'autre. Et parlons de longs métrages d'animation. Est-ce qu'il y a des longs métrages d'animation qui t'ont marqué et qui sont un peu des inspirations pour toi? Tu t'es dit, ça c'est canon. J'ai été beaucoup, biberonné par Disney. Hein. C'est le truc qui m'a marqué. Il y a peut-être un moment dans un Disney, c'était dans Roger Rabbit. Ouais. Il y a un moment qui m'a fait vibrer. C'est au tout début du film. On voit des personnages cartoon qui rangent plein de choses dans la scène de cinéma, etc. Bref, dans un studio. Et au loin, il y a un personnage qui parle de Toonsville. Et on voit une skyline au loin avec explosion Toonsville. Et moi, mon cœur, il a eu un truc de Toonsville. J'ai eu vraiment un truc de cœur qui s'est ouvert et tout. Et je me suis dit, avant de voir à la fin du film qu'on va à Toonsville, j'avais les yeux qui brillaient, le potentiel du truc de Toonsville. Ça m'a fait vraiment, je me suis dit, moi je veux participer à ça. Je veux être dans le Toonsville. Ça a été un moment décisif, tu veux dire. Ouais, hyper décisif. Ouais. Bah, t'es dans le Toonsville, hein. Exactement. Mais moi, Tu kiffes ton boulot, quoi. Ouais, je kiffe. J'adore. La période est pas top et tout. Mais moi, j'adore ça. Je suis parfois un peu innocent dans ce que je fais et tout parce que. Il faut avoir une âme d'enfant, hein, surtout pour faire naître des univers entiers, des personnages et tout. Mais c'est nécessaire. Tu sais, ce qui m'anime beaucoup, et je me suis demandé pourquoi je faisais ça et pourquoi c'était intéressant ou pas, ou ça servait à rien ce que je faisais. C'est futile, ça sert pas à grand chose. Une petite crise existentielle en mode. Non, mais surtout de dire que quoi ça sert en fait. Tout à ça. Quoi bon, ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que un dessin animé, c'est un souvenir à vie en fait. Et quand tu parles à un adulte, peu importe son vécu, peu importe ce qu'il a fait dans la vie et tout, même s'il est pas bien, déprimé et tout, tu lui rappelles d'un dessin animé quand il était petit. Ouais, c'est clair. Et ben il y a un truc qui s'allume. Ah ouais, Goldorak, et puis il chante la chanson et tout, et puis il a un souvenir il y a un truc de l'enfance qui remonte et tout. Et je me dis, c'est l'émotion en fait. Exactement. Et si aujourd'hui à des enfants, je leur crée un souvenir d'adulte plus tard positif, et c'est pour ça que j'essaie d'être positif aussi dans ce que je raconte. Et je suis hyper content. Mais tu fais bien de mentionner ça parce que en fait, là aujourd'hui, il y a une résurgence énorme de personnes qui sont plutôt quadra, quinca et autres, qui vont retourner vers leur Madeleine de Proust de l'époque, avec des jouets, des figurines de collection et tout, ce qu'on appelle un peu la case kidulte, voilà. Dont je fais partie, je pense que toi aussi, voilà. Et ça veut dire que, en gros, nous-mêmes, on a encore cet affect pour les dessins animés qu'on transmet à nos enfants. Eux-mêmes ont leurs propres références qui eux-mêmes transmettront à leurs enfants. En fait, c'est une boucle infinie. Ouais, mais c'est génial, depuis que le Toon s'est arrivé dans la culture populaire, c'est ce qui me fascine le plus. C'est pour ça que je suis à donner la voix à toutes ces personnes qui sont derrière les animations. Parce que pour moi, c'est tellement important que ça vaut d'aller à la rencontre de ces personnes qui sont derrière, quoi. Et donc toi, dans cette case Kidult, tu te sens comment, 100% dedans ou est-ce que tu achètes des figurines qui te font kiffer de l'époque? Ouais, j'ai toujours des choses. Je suis pas à 100%. J'ai pas une grosse culture jouet, moi, quand j'étais petit. Alors, je me suis vengé sur les trucs que j'aurais voulu avoir quand j'étais petit, avec le Musclor et le Skeletor. Comment faire? Et je suis hyper content de les avoir. Voilà, le Big Jim à l'époque, il y avait ça et tout. Mais j'ai pas un truc de tous les nouveaux jouets, etc. Pas forcément et tout. J'ai pas ce gros kiff. J'en ai quelques-uns quand même sur mon bureau. Ouais. Mais j'aurais aimé faire des petits personnages de mes séries et tout. Bon, c'est pas arrivé encore. Peut-être que ça va arriver. Bah, ça viendra peut-être un jour, tout à fait. Et puis, il y a peut-être d'autres séries que tu feras naître et qui connaîtront ce succès-là. T'as des enfants? Ouais, ils sont grands, mes enfants.
Ouais, et ils ont aussi regardé des dessins animés. Est-ce qu'ils ont vu les tiens, justement? Ah oui, ils ont vu. D'ailleurs, Marcus Level, c'est l'idée m'est venue indirectement d'eux, en fait. D'accord. Raconte-nous alors l'origine. L'origine, c'était que j'avais un fils qui était fan de Zelda. Il adorait regarder Zelda et tout. Et un autre qui voulait partir à l'aventure, qui disait moi je me prépare comme dans Zelda. Il avait un sac qu'il préparait, Baluchon et tout. Voilà, et partir dans la forêt et tout. Il était prêt à ça. Et je lui ai dit mais imagine que tu rentres dans le jeu. Ouais, génial. Imagine que tu rentres dans le jeu et tout, avec les monstres et tout. Le pitch incroyable. Il m'a fait et ce regard qu'il m'a fait et tout, je me suis dit ah oui, il y a un truc. Ouais. En fait, je me suis dit ok, je vais faire un gamin qui rentre dans son jeu vidéo préféré. Il va falloir qu'il finisse le jeu pour sauver la princesse et rentrer chez lui. Même si c'est aussi inspiré de l'histoire sans fin. Oui, il y a Voilà, je crois que c'était un bon. C'est l'histoire dans l'histoire, enfin le jeu dans l'histoire. Exactement. Et il y avait un truc ici, et puis ça a accroché auprès d'un producteur. Mais une fois que tu t'es dit ça, moi c'est là où je me dis, c'est quoi l'étape d'après? Parce qu'il y a une méthodologie en fait pour écrire des scénarios. Ouais. C'est pas facile, quoi, tu vois. Comment tu te mets au travail en fait? Bah, je me dis, quand je fais ça, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on peut raconter avec un poisson hors de l'eau en fait. Pour le coup, c'est un humain dans un monde virtuel. Ouais. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui est intéressant? Il ramène de l'humanité dans un monde où les gens ne sont pas des humains. Donc, comment faire que ce personnage-là va ramener quelque chose d'humain dans un monde virtuel? Ouais. Et donc, essayer de montrer un peu les contrastes entre les uns et les autres, des personnages qui connaissent que le scénario du jeu et qui vont apprendre des choses via un personnage qui est un peu un bug dans la matrice, quoi, et qui va leur apprendre quelque chose de nouveau. Et voilà, de faire sortir l'humanité justement dans un monde où il n'y en a pas. C'est bien. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est donc en fait tu travailles sur le message en fait. Exactement. Avant de te lancer. Cherche une thématique pour le Georges Moby. J'avais l'image d'un lion orange dans une ville bleue un peu triste. Et c'est l'image qui m'intéressait au départ en fait. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux raconter avec ça? Et du coup je cherchais un peu qu'est-ce qui peut faire qu'un lion, pourquoi il serait triste ici, qu'est-ce qui va pas pour lui, pourquoi il est là. Et donc après au fur et à mesure je cherche une thématique qui va en ressortir. Et quand tout s'imbrique bien comme il faut. Parce que vraiment, je laisse ma série, je le mets dans la tête en me disant ouais, bien sûr. Fais le travail et puis tu me diras demain matin. et j'ai des trucs qui sortent, quoi. Et ensuite, je vais chercher des thématiques, essayer de les comprendre, les thématiques, en bossant un peu dessus, et trouver des liens, en fait. Je cherche des liens et trouver quelque chose qui est cohérent dans tout ça, quoi. Et quelles sont tes inspirations en dehors de l'animation? Parce que j'imagine que ça se nourrit, tout ça, en fait. C'est quoi? Tu lis, tu regardes des films live action, tout, oui. Je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, je lis aussi. Vraiment, c'est très large et de tout en fait. Éclectique dans ta. Ouais, moi j'aime bien aussi vraiment pas savoir ce que je vais regarder. Ouais. J'aime bien pas savoir ce que je vais regarder. La surprise, quoi, tu veux dire. Ouais, et même si c'est raté, peu importe. J'aime pas lire le petit résumé du film. Je veux vraiment arriver au film. Vierge de toute idée et de me surprendre par un film qui finalement est pas bon ou waouh super. Et ta dernière surprise, grande claque que t'as eue, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? En série, après c'est pas compliqué, mais Severance, oui. Ouais. C'est vraiment une super série. Après BD, livre, tout, vraiment de tout très différent, quoi. Je cherche pas un style particulier, quoi. Et si t'avais un truc que tu rêverais de réaliser un jour, ce serait quoi? Alors, il y a deux choses. J'en ai deux projets que j'aimerais faire. Le premier, ce serait explorer l'univers des génies. Rentrer dans l'univers des génies. Quel est ce peuple dont le but est d'exaucer les vœux des gens, en fait. Ouais. Alors, pourquoi ils font ça comment est leur vie? Donc, on prend le génie d'Aladin, en fait, et puis derrière, on va explorer tout leur monde à eux, en fait. Leur monde total, et pourquoi leur sacerdoce, c'est de faire ça, et qui sont les génies? Est-ce que le Père Noël, quête et tout. Est-ce que le Père Noël est un génie? Parce qu'il est là, il répond à des lettres, et il exauce les vœux des gamins. Ouais, c'est pas mal. Voilà, je pense qu'il y a un truc intéressant à faire autour de ça. Et un autre univers, un truc qui me fascine, ce sont les arbres. J'adore les arbres, Tu te promènes en forêt et tout, tu te fais oui, et puis j'adore savoir qu'ils sont là depuis très longtemps et qu'ils seront là encore longtemps après nous, savoir comment ils communiquent sans que nous on s'en rende compte, savoir qu'ils arrivent à avoir des réseaux entre eux via les racines, etc., et qu'ils arrivent à faire tomber la pluie quand ils en ont besoin, etc. Et de raconter une histoire autour d'un arbre déraciné qui sait pas d'où il est, d'où il vient, et de savoir. Pas mal. Et de savoir, il cherche qui il est, quoi. En quête d'identité, avec peut-être un procédé qui serait que tout
temps du film serait un temps accéléré, en fait, qui se vivrait très lentement dans la vraie vie, mais qui serait en accéléré, que nous, on pourrait voir Ah oui, d'accord, je vois. tout bouger, tout animer, parce qu'on serait en temps accéléré. C'est génial. C'est intéressant, je pense, à faire autour de ça. C'est marrant. Là, je suis content parce qu'en direct, j'ai l'émission d'une idée créative. C'est trop cool. Si tu avais des conseils à donner aux jeunes créatifs comme toi qui aiment toucher au dessin, qui aiment toucher au storyboard, à la réal et tout, qui sont finalement éclectiques dans leur pratique, qui sont pas, tu vois, dans un seul et même métier, corps de métier, comment réussir à faire justement tout ce qu'on aime? Je pense qu'aujourd'hui, alors il y a deux choses, parce qu'on peut faire tout ce qu'on aime dans un cadre qui n'est pas un cadre professionnel. Oui, tout à fait. Ouais. Être amateur et faire les choses. Il faut bien vivre, quoi. C'est ça le truc. Ouais, après, il faut vivre. Donc, c'est auprès des producteurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller proposer des projets. Être proactif, quoi. Ouais, il faut aller. Moi, enfin, personne ne m'attendait, personne n'attend personne. Je suis allé avec mon pote, on est allé déposer des projets. Frapper à la porte, déposer des projets. Avec audace, quoi. Voilà. Ouais. Et on a réussi à travailler parce qu'il y avait une bible qui traînait sur une table et qu'ils cherchaient des car designers à l'époque. Donc, on a fait ça. Ouais. Mais voilà, il faut toujours proposer des projets. Qui diront oui, non, souvent non d'ailleurs, peu importe. Si ce qui habite les gens c'est de faire, bah, ils en feront d'autres, quoi. Moi je mets pas de valeur absolue ni à un dessin, ni à un projet. Je veux dire, une idée c'est une idée. Elle est là, on l'a fait, personne n'accroche, c'est pas grave. Elle a la même valeur, sauf qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un pour qu'elle devienne une série ou quoi que ce soit. Mais peu importe, c'est pareil. Faut lui donner sa chance, quoi. Exactement. Pareil pour un dessin. Un dessin, il vaut que ce qu'il est, ce qu'on a mis dedans et tout. C'est pas grave si on le refait, c'est pas grave si on le change. Il y a pas à le signer et tout d'un coup c'est Picasso, quoi. Je veux dire, moi, je m'amusais à faire ça avec. Je donnais des cours au Gobelin à une époque aussi, où je dessinais sur les dessins des gens pour leur montrer que c'est pas grave en fait. C'est pas une grande œuvre en fait. T'allais un peu les provoquer, quoi. Un petit peu, oui, parce que parfois ils ont l'impression d'avoir fait le truc qui était nickel et que waouh, stop, on bouge plus. Mais c'est pas grave, regarde, si je touche et tout, là, il est peut-être pas bien abîmé, puis on peut le refaire. C'est quoi c'est en fait leur donner le message que il faut travailler avec humilité. Oui. Il faut pas considérer que tout de suite ce qu'on fait. Soit ça a une valeur énorme parce que il vient du passage entre mon cerveau et ma main et que c'est du génie. Voilà. J'aime bien. C'est une bonne, c'est une philosophie, quoi. Ouais, sans dénigrer le dessin. Je veux pas bien sûr. Je vois très bien. Ça aussi. C'est l'acte créatif. C'est pas forcément. On peut faire et refaire et se tromper et recommencer. Tu vois, il y a pas quelque chose d'absolu. Surtout, pour moi, je pense, c'est d'aller au bout des projets. Pas vouloir faire le projet du siècle. Et dans ma vie, il y aura un projet incroyable, mais d'en faire. Et c'est à force d'en faire qu'on va, à un moment donné, faire une œuvre qui ressemble à une œuvre, waouh, tiens, tous les critères que je voulais, etc. Mais si on part en disant, mon œuvre sera celle-ci et elle sera incroyable, on risque de pas faire grand-chose, en fait, et de s'arrêter, d'avoir trop peur de le rater et de se mettre une pression folle, quoi. T'as pas la peur de rater, toi? Non, c'est pas grave. Ça m'embête, hein, de rater tout, mais c'est pas grave. Il y a aussi une chose, c'est que on peut rater et avoir le garder pour la prochaine fois. C'est l'expérience, en fait, c'est prendre l'expérience. Dans la série d'animation, en tout cas, on a un truc, c'est on est obligé d'avancer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même de la fabrication industrielle. On a 52 épisodes, il y a un timing, et si on perd du temps, trop de temps, etc., il y a l'argent qui va... Enfin, le producteur va pas être content parce qu'il n'y a pas de l'argent, la chaîne va pas être contente parce qu'ils vont pas diffuser leur série, etc. Donc on a vraiment une sorte de pression comme ça qui est forte. Et quand on fait des erreurs, ok, pour ce coup-là, on va laisser comme c'est et on va faire l'épisode quand même correctement. On va pas le rater. Mais j'ai au moins la mémoire pour le prochain épisode. Comme ça qu'on se construit une expérience, en fait. Exactement. C'est un super conseil, en tout cas. Moi, je comprends que tu puisses enseigner encore aujourd'hui et que ça plaise aux étudiants. T'as aussi un Instagram, on le mettra parce que franchement, tout ce que tu mets et tu publies à chaque fois, c'est super. Merci. En tout cas, je suis très content de t'avoir reçu sur Animashow. Je te souhaite le meilleur pour tous les projets qui viennent. Et puis, je sais que tu seras impliqué dans plein d'autres séries. J'en doute pas une seconde. Donc, merci, ça m'a fait très plaisir. Merci, Sabri.